Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Forum économique régional de Marrakech-Safi, organisé sous le thème Marrakech-Safi, créer de la valeur régionale et accélérer l'investissement à travers des écosystèmes performants. C'est l'innovation sociale en utilisant l'intelligence collective qui permet de créer ce brave space, c'est-à-dire cet espace où on va se dire les réalités telles qu'elles sont. Parce qu'aujourd'hui, le lauréat de l'université n'est pas un lauréat formé académiquement seulement. On a besoin d'autres compétences. La première des choses que recherchent les entreprises, tenez-vous bien, c'est les compétences comportementales tout d'abord, ce qu'on appelle les soft skills. Une diversification de l'offre de formation, une panoplie d'offres de formation couvrant tous les niveaux de formation, tous les secteurs. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir les acteurs issus du monde académique, de la formation professionnelle, de la recherche et de l'entreprise. Veuillez accueillir avec moi, mesdames et messieurs, Madame Bouchra Rahmouni, directrice de l'Institut d'impact socio-économique de l'UM6P. Sous vos applaudissements, bien sûr. Professeur Belaïd Bougadir, président de l'Université Qadi Iyad. Monsieur Abd Sadek Ben Chkroun, directeur régional, l'OFPT Marrakech-Safi. Et Monsieur Ali Serhani, DG de J'espère Service, cabinet de recrutement et de conseil RH, présent sur la place casablancaise depuis 33 ans. Et on va commencer justement ce premier panel, comme vous le voyez bien, capital humain comme moteur de croissance. Et on parle vraiment réellement de capital humain avant toute autre chose. Et je voudrais poser la première question. Je suis ravie d'avoir une dame avec moi dans ce panel, Madame Bouchra Rahmouni, directrice du Socio-Economic Impact Institute à l'UM6P. Et je voudrais justement, l'UM6P aujourd'hui, comme on le sait, dans la région d'Al-Hamna, à Ben Gurir plus précisément, place l'impact au cœur de son modèle. Et selon vous, quels sont aujourd'hui les principaux leviers permettant de transformer le savoir et la recherche en valeur économique et sociale, bien sûr, pour les territoires? Je vous remercie, Larizlan, et je remercie le groupe Ecomédia pour établir, je dirais, cette passerelle multi-acteurs. Ce qui est important, d'ailleurs, c'est un des leviers de l'Université Mohamed VI Polytechnique pour créer de l'impact. Alors, effectivement, je dirige le Socio-Economic Impact Institute de l'Université Mohamed VI Polytechnique. Alors, qu'est-ce que l'Impact Institute, le Socio-Economic Impact Institute? C'est 3 laboratoires et un centre de recherche. Alors, le premier laboratoire, c'est le laboratoire de l'innovation sociale. Le deuxième, qu'on appelle le Social Innovation Lab. Le deuxième, c'est le COP Lab, qui est dédié à l'économie sociale et solidaire. Et le troisième laboratoire, c'est le Impact Evaluation Lab. Et troisième, ou plutôt quatrième, je dirais, pilier, c'est le centre de recherche et de knowledge. Pourquoi? Parce que les 3 laboratoires vont aller effectivement alimenter ce centre de recherche et de knowledge. Alors, comment une université peut effectivement travailler pour créer, renforcer et ancrer l'impact sur un territoire? Alors, je vais aller sur, je vais être très concrète et me baser sur l'approche de l'Université Mohamed VI Polytechnique. C'est que tout d'abord, le premier, il faut dire, dans notre vision, comment dirais-je, la performance d'une université, elle ne va pas se mesurer seulement par le nombre de publications ou des travaux de recherche, mais beaucoup plus comment cette recherche, cette connaissance produite va permettre d'apporter une transformation sur un territoire. Comment elle a eu l'impact, justement, comment elle a impacté ce territoire. Parce que et la personne également. Oui, impacter justement. Ça, j'y arrive dans l'évaluation d'impact. Alors, quand je dis c'est-à-dire produire de l'impact, s'observe à travers la transformation socio-économique apportée sur le territoire. Donc, c'est pour ça que la recherche, la connaissance doivent effectivement jouer ce rôle, c'est-à-dire être partie intégrante dans cette transformation. Alors, comment? Plusieurs leviers. Premier levier, c'est la co-construction. Quand je dis la co-construction, pour nous, c'est le premier maillon, je dirais, de la chaîne de valeur de l'impact. Alors, co-construire commence par d'abord co-définir. Et co-définir les problématiques et les besoins de recherche
avec les communautés sur le territoire. Parce que nous travaillons avec les artisans, avec les agriculteurs, avec les entreprises, avec, je dirais, dans tout ce qui est le monde des coopératives, la santé, l'éducation. Et quand je dis codéfinir la problématique, c'est la codéfinir avec, quand je dis l'agriculture, on peut travailler avec les mastodontes, mais aussi avec les fermiers, les petits fermiers, les agriculteurs. On a plusieurs expériences, l'orge, les plantes aromatiques et médicinales qu'on voit très bien dans la synthèse que vous avez faite sur la région. Alors, parce que quand vous parlez avec cette codéfinition de la problématique et du besoin de recherche avec la population, c'est ce qui nous permet de faire en sorte que cette recherche, naturellement, apporte une transformation. Je peux vous donner juste un exemple. Quand on a travaillé sur l'orge dans la région d'Erhamna, alors on a organisé notre retraite de 3 jours avec, vous savez, Mezhara, Babou Chehib, Sel Makhtar. Et pendant les 3 jours, on a parlé de cette chaîne de valeur de l'orge à partir de la culture des terres. Les process, technologies, techniques, qu'est-ce qu'on peut faire, l'intelligence artificielle, tout ça. Et à la fin, le 3e jour, on a une dame, vous savez, qui a dans les 75 ans, Mouizara, qui se lève. Et excusez-moi, je vais prendre ce qu'elle m'a dit en arabe. قالت لي بنيتي احنا سايرين نهضروا على الشعير هذه 3 أيام ولكن درحامنا الشعير درحامنا فين هو الشعير درحامنا باسكو راه تخلطات صافي الزريعه خلطناها voyez, les engrais جايين من بلدات اخرين. Et vous savez, et grâce à cette dame, on a commencé à partir du génome. On s'est dit, il faut restaurer le génome de l'orge de façon, parce que pour nous, la chaîne de valeur de l'orge, c'est la culture, transformation, commercialisation, valorisation. Et bien sûr, la commercialisation, c'est les labels, les appellations d'origine contrôlée auxquels on ne pourrait accéder si on ne travaille pas sur notre génome. Parce que l'orge d'Erhamna est connue par ses qualités gustatives et nutritives. Et en plus, c'est une culture qui résiste à la sécheresse. Donc, juste pour vous dire. Je peux vous le confirmer, je suis de la région d'Erhamna. Alors, je suis une Rahmania pure, du coup, je vous le confirme en tout cas. Donc, alors, 2e levier, je vais y aller, je vais faire vite pour ne pas m'accaparer le temps du panel. Alors, j'ai parlé donc de co-construction. Nous avons aussi, j'ai essayé, parce que j'ai essayé de résumer, vous avez résumé la région en 2 minutes, il fallait que je résume ce que nous faisons en 2 petites pages pour effectivement, parce que si... Prenez votre temps, on est là. Si vous me laissez parler, je pourrais parler des journées de ce qui se fait. Alors, comme je l'ai dit, c'est l'innovation sociale, en utilisant l'intelligence collective qui permet de créer ce brave space, c'est-à-dire cet espace où on va se dire les réalités telles qu'elles sont, mais pas que. Et aussi l'intelligence collaborative qui va nous permettre de trouver ensemble des solutions et d'implémenter cette solution. C'est-à-dire, si j'ai parlé de l'orge, je peux parler de l'artisanat, par exemple. Alors, l'artisanat, on a travaillé avec la cible, alors on s'est rendu compte que le métier à tisser, d'accord, crée de la pénibilité pour la femme. Elles ont toutes des tendinites. Parce que, alors, d'autres laboratoires ont travaillé sur effectivement comment le métier à tisser, le menjej, on peut le transformer, mais tout en parce qu'on avait une équation à 2 variables. Maintenir, préserver le capital immatériel et matériel, et diminuer la pénibilité du travail de la femme. Et puis à l'argile, comme vous savez, nous avons une grosse problématique d'export, etc., etc. Donc la 2e partie, c'est l'innovation sociale. Alors, et puis 3e levier, c'est transformer le territoire en Living Lab. Vous savez, donc on codéfinit la problématique de recherche, on implique, grâce au mécanisme, comme j'ai dit, de l'innovation sociale, et et on utilise le territoire comme Living Lab dès le départ. C'est ce qui nous permet, le territoire, c'est-à-dire que la recherche, elle est faite avec le territoire, pas sur le territoire. Donc en tant que Living Lab, c'est ce qui nous permet de tester, d'adapter et d'améliorer. Parce que, moi je le dis toujours, on est dans l'Erhamna juste c'est 1 heure de... Mais quand on travaille avec les populations, c'est pas du tout les mêmes mentalités. Vous savez, c'est pas la même histoire, c'est pas la même façon. Vous savez, quand vous allez, moi j'ai eu ce privilège
de faire le Maroc, comme on dit, dans ses hauteurs, profondeurs, largeurs et longueurs. Et puis, vous savez, c'est pas du tout la même façon. Il faut respecter ça. Donc, c'est pour ça que quand on dit tester, adapter, améliorer, et par la suite, pas dupliquer, répliquer dans une autre région. C'est pour ça que je donne toujours l'Erhamna et l'Ibda. Et vous savez, il y a la Chaouia juste séparée par une rivière avec l'Erhamna. Et puis, bien sûr, la mesure de l'impact. La mesure de l'impact pour nous, c'est les indicateurs de performance, c'est les nombres, les chiffres. Mais il y a aussi la valeur qu'on a apportée sur le territoire. Comment est-ce qu'on a amené des personnes, c'est-à-dire comment transformer le mindset, la mentalité d'un mindset tout le temps orienté assistana à un mindset qui est orienté initiative et entrepreneuriat. Et là, je vais parler d'un projet que nous menons sur l'entrepreneuriat féminin dans le monde rural, la région de Safi, dans 3 secteurs, plantes aromatiques médicinales, capre, caprier et le poulet building. Et vous savez, on est en phase de constitution d'un GIE et ces coopératives ont mis de leur poche pour acheter un terrain pour pouvoir effectivement faire évoluer. Mais c'est un travail de 2 ans, 3 ans. Donc c'est cette valeur en termes de gouvernance, en termes de compréhension du rôle de chaque citoyen, que chaque citoyen a à jouer. Vous savez, on a parlé de la vision de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, depuis ça a été abordé dans les discours d'ouverture. Et bien justement, pour l'accompagner, il faut qu'on change de mindset, vous voyez. Et c'est cette valeur qu'on apporte. Donc, et puis bien sûr, il y a les partenariats multi-acteurs, parce que pour nous, on est dans la cross-silo, c'est-à-dire on n'est pas Université Mohamed VI Polytechnique, mais on collabore avec l'ensemble des universités, parce que pour nous, la fertilisation croisée est très importante pour effectivement apprendre. Apprendre à apprendre aussi. Voilà. C'est très passionnant, en tout cas, voilà. On y reviendra plus en détail. Et je voudrais poser la question à M. Blaid Bougadir, président de l'université Qadir Hayat. Justement, on a parlé de ce capital humain, de ce changement de mindset. Aujourd'hui, bien sûr, face à ces évolutions, et on les voit, ces évolutions rapides du marché du travail, comment aujourd'hui l'université Qadir Hayat adapte, si on peut dire, adapte l'offre de formation aux besoins des entreprises de la région? Merci, Mme Rizlan, et merci pour l'organisation de ce forum. C'est cette rencontre, en fait, très, très enrichissante pour nous. À l'université Qadir Hayat, nous avons déjà l'avantage de coexister, d'exister déjà sur la région, ça fait bientôt 50 ans. Et donc, par conséquent, ça montre qu'on a cumulé un certain nombre d'expériences, bien sûr, et des passages, des hauts et des bas. Et tout ceci, c'est très enrichissant pour accompagner, bien sûr, l'évolution et le développement de la région. Deuxièmement, nous sommes aussi une université qui existe sur au moins 126 000 foyers. Donc, on est dedans, on vit avec la région et dans la région. Et donc, par conséquent, on est très conscient des besoins, on est conscient aussi des problématiques, on est conscient aussi de la vie de la région à son détail. On existe donc partout, comme j'ai dit, dans la région, les zones les plus lointaines, comme dans les villes. On existe aussi comme université, sur 15 établissements. Et ce qui est important, généralement, quand on parle d'université, on nomme les écoles d'ingénieurs, on nomme les facultés de médecine, on nomme certainement des facultés aussi, les écoles de formation de techniciens supérieurs, et on nomme aussi les ENCG, et on a aussi une masse formée dans les facultés, ce qu'on appelle facultés à accès ouvert. Donc les plus démocratiques. En fait, où l'accès il est assez large et ça permet aussi cette ascension qui est sociale. Bien sûr, dans l'accompagnement, comme j'ai dit, cette expérience de 50 ans, nous avons mis en place une carte de formation évolutive et dynamique. Et donc, par conséquent aussi, nous avons la chance d'avoir à peu près 3000 enseignants, chercheurs et formateurs. Et donc, c'est des gens qui sont sur la recherche, qui sont sur l'actualité. Et cette recherche, il est impliquée tout de suite. Donc, on a cette information sur ce qu'on vit actuellement et sur ce qui va venir aussi.
Et donc, on intègre ceci dans ces formations qui sont dynamiques, de telle façon. Donc, on est passé à l'époque d'une formation figée pendant 5 ans, pendant 3 ans. Nos formations aujourd'hui, ils sont dynamiques, donc on les évolue. On peut intégrer les nouveautés chaque année. Donc, ce qu'on a prévu, par exemple, aujourd'hui, ceux qui vont intégrer l'université, ceux qui l'ont intégré aujourd'hui, c'est des lauréats dans 5 ans, les ingénieurs, c'est 2030. Est-ce que vous observez un changement de mindset? Ça veut dire dans le sens où on est beaucoup plus entrepreneuriat, on intègre l'entrepreneuriat au-delà d'être vraiment un salarié dans une entreprise. Est-ce qu'on a aussi cet esprit dans cette région? Sûr, il faut noter que les dernières générations que nous accueillons aujourd'hui, ils ont cet esprit entrepreneurial. Et ils sont vraiment autonomes et c'est des gens qui veulent prendre leur avenir par la force de leurs compétences individuelles. D'ailleurs, c'est pourquoi on a mis en place une cité d'innovation où il y a de l'incubation, où il y a un certain nombre de hackathons aussi qui se font presque chaque semaine, où il y a de l'idéation, où il y a la production d'idées, l'accompagnement de ces jeunes. Et nous sommes toujours agréablement surpris par ce qu'ils produisent, et ce qu'ils montrent et ce qu'ils ont comme compétences. Maintenant, suivre les 126 000, c'est vrai que c'est un défi en soi, c'est un challenge. Et aussi, on a développé à l'université Qadayat cette formation par les pairs. Donc, les 126, il y a un échange assez important entre les étudiants. Il y a un accompagnement donc, sur le vertical et l'horizontal. Il y a un certain nombre aussi de clubs et un certain nombre d'associations qui travaillent avec les associations, qui travaillent aussi avec les collectivités, qui travaillent aussi avec toutes les coopératives, où on exige aujourd'hui à l'étudiant d'avoir un projet professionnel dès l'entrée, et donc on l'accompagne, et c'est vrai qu'il arrive avec ses compétences. Certes que le côté académique, on a cette expérience de former. Maintenant, on parle de concept, on adopte un concept d'université sans frontières et sans cloisons. Et donc là, on demande à ce que l'ensemble des compétences de la région, l'université, il offre un contexte de formation, un contexte de partage, et que toutes les personnes, qui ont un savoir à partager, j'allais pas dire ils sont les bienvenus, mais je veux dire ils ont l'obligation d'arriver à l'université, de partager avec nous ce savoir, parce qu'aujourd'hui, le lauréat de l'université n'est pas un lauréat formé académiquement seulement. On a besoin d'autres compétences et d'autres compétences de terrain. Et c'est pourquoi, donc, je pense que la formation aujourd'hui, c'est l'affaire de tous. Et donc, par conséquent, nous demandons à ce que tous ceux qui détiennent un savoir, une compétence de terrain, de partager avec nous, de partager avec ces jeunes et de nous accompagner dans cette formation tout azimut pour pouvoir entourer et pouvoir aussi faire une formation une formation de terrain, et que l'étudiant ou le lauréat devrait être opérationnel à la sortie. Il ne peut pas l'être. Et d'ailleurs, la deuxième chose qui est très importante, l'arrivée des personnes de terrain, des personnes réussies, des gens de porteurs de projets aussi, ça donne à nos étudiants un espoir, ça donne à nos étudiants un modèle, ça nous donne à nos étudiants la réussite. Ça montre à nos étudiants qu'il y a d'autres chemins à parcourir, parce que ce qu'ils voient chez nous, ils voient l'enseignant, ils voient le salarié. Il voit donc par conséquent l'image ou ce qu'il espère être, ce qu'il peut voir est assez limité en fait dans le champ. Votre arrivée, il arrive tous, et d'ailleurs le forum, c'est pourquoi je suis content de participer à ce forum, c'est parce que c'est pour lancer cet appel. C'est une université sans frontières et que la formation, c'est une affaire de tous, et on vous offre le contexte, le milieu et bien sûr le côté académique. On va s'en charger, mais le reste, je pense qu'on devrait le partager ensemble. Et sans transition, puisque vous parlez de formation, je vais me tourner vers M. Abdessadek Benchkaroun, directeur régional de l'OFPPT Marrakech Safi. Justement, on a parlé de ce capital humain, on va en parler encore et encore, parce que c'est essentiel, en tout cas, c'est le nerf de la guerre dans n'importe quelle région. Aujourd'hui, au sein de l'OFPPT, j'aimerais savoir et connaître quels sont les secteurs qui recrutent le plus, parce qu'il faut le dire, pour aussi orienter les jeunes aujourd'hui.
aujourd'hui, qui veulent être recrutés bien sûr, et ceux qui ont des projets également dans la région, et comment l'OFPPT anticipe les besoins en compétences. Merci Madame Rizlan, merci pour l'invitation, merci au groupe Ecomédia pour la tenue de ce forum. Une occasion pour nous à l'OFPPT un peu de rappeler les efforts déployés par l'OFPPT depuis le lancement, la présentation de la feuille de route liée au développement de la formation professionnelle devant Sa Majesté en avril 2019. Et ce forum vient à point nommé avec le lancement de la Cité des métiers et des compétences de la région Marrakech-Safi. Donc c'est une occasion peut-être d'étaler un petit peu sur ce qui se passe au niveau de la région Marrakech-Safi en matière de formation professionnelle. En revenant à votre question sur les secteurs qui recrutent, je dirais que ça nous ramène un petit peu sur les spécificités, sur les potentialités de la région, mais également sur cette dynamique économique de la région. Je voulais dire par cela, le fait de parler secteur qui recrute, automatiquement, on va dans le sens des secteurs traditionnels, à savoir le tourisme. Certes, aujourd'hui, le secteur du tourisme, il se positionne et demeure historiquement, je dirais, le moteur de l'emploi au niveau régional, boosté par, je dirais, la reprise d'activités touristiques, boosté également par les événements qui seront donc organisés par notre royaume. Mais j'ai dit que, en même temps, notre région, elle connaît une certaine dynamique. Et à partir de là, donc, il y a un certain nombre de secteurs qui émergent, enfin, qui sont là, mais là où il y a une expression en matière de développement de compétences. Aujourd'hui, il y a le secteur du BTP, des travaux publics, il y a le secteur de la logistique, du commerce, des énergies renouvelables, et également, il ne faut pas l'oublier, le secteur du digital et de l'intelligence artificielle. J'essaie maintenant de faire le lien entre ces besoins qui émergent et notre stratégie au niveau de l'OFPPT. Donc, j'ai évoqué notre feuille de route qui a été présentée, comme je l'ai dit, en 2019 devant Sa Majesté et qui est axée principalement sur, vous n'avez pas utilisé le terme, et je vous remercie pour cela, le terme anticipation. Anticipation, notre stratégie, notre devise, c'est d'abord une refonte complète pratiquement de tous les cursus de formation au niveau de l'OFPT, que ce soit à l'échelle nationale, que ce soit au niveau de dispositifs régional. Et puis, une diversification de l'offre de formation. Donc, une panoplie d'offres de formation couvrant tous les niveaux de formation, tous les secteurs. Et puis, le deuxième axe, c'est celui de la mise en place d'établissements, je dirais, nouvelle génération. Et c'est pour cela que j'ai pris l'exemple de la Cité des métiers et des compétences en tant que, je dirais, levier de l'excellence. Aujourd'hui, la cité ou les cités, puisqu'on est la nôtre, elle est la 9e sur les 12 prévues, sont là justement pour être un modèle exemplaire pour le reste du dispositif. Aujourd'hui, au niveau de la région, donc, nous couvrons tous les besoins, nous anticipons tous les besoins à travers une offre de formation actualisée, diplômante, mais aussi qualifiante. C'est une nouveauté aujourd'hui. Nous pouvons répondre rapidement à un besoin incessant et parfois rapidement. Il y a donc une offre en formation qualifiante qui peut aller, je dirais, d'une durée très limitée, pratiquement de 30 heures, comme on peut aller jusqu'à des formations étalées sur le temps qui peuvent aller jusqu'à 600, 900 heures et couvrant je dirais, des besoins spécifiques. Donc, en résumé, 2 points à retenir. La refonte, l'ingénierie complète, profonde de tout le système proposé, la mise en place d'un dispositif d'infrastructure dernier cri. Les partenaires ici présents ont eu l'occasion de visiter juste garder le micro, juste à... ouais, la Cité des métiers et des compétences en tant que modèle, mais je tiens et je précise qu'aujourd'hui, nous avons une stratégie, un plan d'action clair, défini, et qui vise, qui ambitionne je dirais, de rapprocher avec le gap
dispositif et CMC. Donc la CMC, elle est là en tant que modèle, mais il y a tout le dispositif qui suit. En fait, la CMC, c'est pratiquement 10% du dispositif régional. C'est 3000 places pédagogiques annuellement. C'est 8 pôles de formation. Et puis, question d'anticipation, il faut, et je tiens à le préciser, la vision, elle est globaliste, je dirais, à travers des commissions sectorielles au niveau national, mais que la définition des cartes de formation, que ce soit à la CMC, que ce soit au niveau des dispositifs, c'est une co-construction, le terme a été utilisé tout à l'heure, avec les différents partenaires, avec les différents acteurs. La définition des cartes de formation, notamment celles liées à la CMC, c'est le fruit, je dirais, d'un certain nombre de workshops qui a impliqué pratiquement la CGM, ici présente, les différentes fédérations, associations professionnelles, la région et les différents départements. Donc, à travers plusieurs workshops, on a pu dégager dans un premier temps ces 8 pôles avec, je dirais, une diversification au sein de chaque pôle de formation. C'est un besoin réel, en tout cas, des entrepreneurs et puis des chefs d'entreprise. Très bien. Je vais me tourner vers Monsieur Ali Serhani, DG de J'espère Service, cabinet de recrutement et de conseil RH. Et comme je l'ai bien dit et précisé tout à l'heure, Monsieur Ali Serhani, à travers le cabinet, est présent sur la place Casablancaise depuis 33 ans. Et bien sûr, 33 ans à observer également les mutations et les changements. Et justement, du point de vue de l'entreprise aujourd'hui, quelles sont les compétences les plus recherchées et les plus difficiles à trouver dans la région? C'est très bien, c'est bon. Vous avez tout essayé, allez-y. On va vous donner juste celui d'à côté. Voilà, en attendant. Allez-y. Oui, oui. Très bien. Merci beaucoup. Donc, et merci encore une fois à tout le monde d'être parmi nous. Bon, alors, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Bonne question. La première des choses que recherchent les entreprises, tenez-vous bien, c'est les compétences comportementales tout d'abord. Ce qu'on appelle les soft skills. Soyons sérieux parce que vous pouvez avoir quelqu'un d'extraordinaire, il a le meilleur des diplômes, mais c'est quelqu'un qui ne sait pas se tenir, qui ne sait pas parler, qui ne sait pas discuter, qui ne sait pas se défendre, qui ne sait pas se protéger sans crier, sans... C'est des petits trucs. Et les langues, vous avez un grand problème. Vous savez, les langues, c'est pas parce que il faut parler les langues, parce que il faut parler l'anglais, il faut parler français, il faut parler tout cela. L'investisseur, quand il vient au Maroc, je me rappelle d'une publicité il y a 35 ans d'une compagnie aérienne britannique qui vous disait « Nahnu natakallam lughatak ». Ils avaient tout dit. Le Maroc, dans son soft power, vous dit « J'ai les compétences qu'il vous faut ». Et surtout au niveau compétences linguistiques, par exemple. Et avec des investisseurs, je me rappelle très très bien, espagnols et allemands, on nous disait toujours « Trouvez-nous quelqu'un qui parle notre langue et on le formera ». Donc c'est vous dire un petit peu le véritable souci. D'où également, je m'adresse à l'OFPPT et au président de... Au niveau des techniques de communication, techniques d'entretien et tout ce que vous voulez, je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Essayez toujours d'avoir quelqu'un qui va former les gens, mais c'est quelqu'un qui a fait de l'entreprise. On ne ramène pas quelqu'un qui est un docteur d'État, qui est docteur d'État en communication. Je ne vous parle pas de vous, hein. Je parle en général. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, vous allez me dire que c'est le contraire. Mais ça, je l'ai vécu. Quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est l'entreprise et qui vient vous montrer comment faire un entretien dans le recrutement ou quelque chose comme cela. Et ça la fout mal parce que l'entreprise est un monde très particulier. Très particulier. Très, très particulier. Très bien. Je ferme cette parenthèse, si vous permettez. Hein. Je suis comme Bouchra. Si vous ne m'arrêtez pas, j'ai l'habitude à la radio, du coup, on va vous arrêter quand il faut. Merci beaucoup. Monsieur le représentant de l'OFPPT a tout à fait raison. Effectivement, ce sont les secteurs qui recrutent. Aujourd'hui, quand vous dites Marrakech, il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est l'hôtellerie. Mais bien que c'est Khalid Makibrini, mais bon. Pourquoi je vous dis ce cri de cœur? Pour les moins jeunes d'entre vous, les moins jeunes, moi je suis un dinosaure, il y a deux choses que je n'oublierai jamais de ma vie. C'était 1991
et Covid, et surtout 1991, la guerre de la coalition contre l'Irak. Qu'est-ce que vient faire Assis Rehani? La guerre, 91. Et nous, on vient parler de modernité, on parle de développement de la région, tout ce que vous voulez. 1991, qu'est-ce qu'on découvre? L'industrie touristique s'arrête. Tout est à l'arrêt. Puis après Covid, tout est à l'arrêt. Bah, faites très attention, hein, vous êtes des entrepreneurs et il faut qu'on fasse très attention. Il faut qu'on pense à des choses de rechange. C'est comme les pays pétroliers qui vous disent « Et le jour où il n'y aura plus cette manne pétrolière ?» Qu'est-ce qu'on fait? Un plan B. Un plan B. Et merci aux représentants du CRI et la représentante de M. Louali qui ont dit comme quoi cette polyvalence au niveau des métiers. Alors, c'est surtout ça. Je suis heureux de voir que Marrakech, je visite un petit peu les villes touristiques. Elles sont fantastiques. C'est le nombre de touristes que nous avons. Ça fait rentrer beaucoup d'argent. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais également, c'est du soft power si on s'occupe bien d'eux. Mais c'est bien beau, mais s'il y a un problème. C'est ça le véritable souci. Donc, c'est vous dire un petit peu qu'au niveau de tout ce qui est emploi, tout ce que vous voulez, au niveau de la région, il n'y a pas que Marrakech, bien sûr. Il y a Esfi, Souera, Ben Grir, etc. Bon, vous avez parlé d'impact tout à l'heure avec Bouchra. Je prends ce mot pour vous dire un peu comment les choses ont changé. Dans ma génération, quand on disait à quelqu'un Ben Grir, c'était quoi? Le mchoui. Aujourd'hui, quand vous discutez avec les jeunes et les moins jeunes, c'est fantastique. Ben Grir, c'est l'UM6P. C'est fantastique, cet impact que peut faire une entreprise. Recrutement, je ne vous le cache pas et je passe à autre chose. Hein. Tu m'ouvres une porte, mais allez-y. J'essaie de... Nous avions un grand problème, c'est que, bon, on recrute pour l'OCP, on recrute pour l'UM6P, on recrute pour les fondations de l'OCP au niveau de notre cabinet. Nous avions eu ce problème, c'est que beaucoup de gens n'aimaient pas venir travailler dans des régions en dehors de l'axe Casablanca-Rabat. Casablanca-Rabat, mais chez Casablanca-Kenitra. Peu de gens. Je me rappelle pour SFI, par exemple, pour recruter pour le complexe de... des salaires importants. Les gens disaient non, je ne veux pas. Bon, la donne a changé. Ben Grir Kadalik, quand on recrutait au départ, il y avait ce grand problème. Bon, maintenant ça change. Ça change pourquoi? Parce qu'il y a le bâton. Ben, il faut bien manger, il faut bien travailler, il faut bien payer les traites. Nous sommes des familles criblées de traites, et ben à la fin du mois, ben, s'il n'y a pas de travail, et un travail intéressant, pérenne, dans des entreprises, entre guillemets, pérennes. Je n'aime pas le terme sécurité de l'emploi, je déteste ce terme. Sécurité de l'emploi, c'est la foutaise finie, ça. Mais des entreprises pérennes. J'ai eu du mal à recruter pour la centrale électrique de SFI qui appartient à un grand groupe, et croyez-moi, je dis grand groupe, pour ne rien vous cacher, à tous les niveaux, et qui payait bien. Les gens ne voulaient pas. Bon, alors la donne a changé. Alors il y a autre chose, du moment qu'elle représente Pourquoi, à votre CGM. avis, excusez-moi, juste pour ouvrir la parenthèse, pourquoi ce nom? Est-ce que parce qu'ils ne veulent pas s'éloigner? Alors très bien. Est-ce que parce qu'il n'y a pas de vie autour? Parce que même aujourd'hui, on le vit, il y a des régions, certes, on veut bien la régionalisation, on veut bien aller vers les régions, mais est-ce qu'il y a de l'animation autour? Un jeune aujourd'hui qui vient de sortir de l'école, il voudrait pas aller, excusez-moi le terme, être enterré justement dans une région où il n'y a rien autour. Dites-moi. Alors, un jeune, nous avons moins de problèmes avec un jeune de pouvoir se déplacer. Il ira avec vous jusqu'en mars avec M. Elon Musk, si vous voulez. Super. Et vous dire, pas de souci, j'ai besoin de travailler. Mais bon, lui aussi, il faut faire un travail avec lui, dans lequel il faut lui dire, ben, accepte un CDD, accepte de travailler dans une entreprise de travail temporaire, accepte de travailler dans un cadre de contrat de mission, parce que tu n'es pas marié à l'entreprise, tu n'es marié qu'à ta future femme, ou à tes parents, ou à tes frères et sœurs. Mais l'entreprise, tu es là pour apprendre, tu as une étiquette, tu as une expérience professionnelle que tu mets dans ton CV, c'est ça le plus important. Je referme la parenthèse des jeunes. Oui, pour ceux qui sont moins jeunes, ceux qui ont de l'expérience, quand ils avaient cette possibilité de travailler dans des entreprises autres que celles qui se trouvent dans cette région, ils avaient le choix. Bon, maintenant, non. Après Covid, croyez-moi, les belles entreprises, ben, il faut les trouver. Et il y en a dans cette région. Et il y en a. Je me rappelle très bien, hein, pour regarder les anecdotes, comment elles sont. À Youssoufia, il y a un site qui s'appelle Al-Gantor. Quelqu'un me disait, quand on trouvait personne pour envoyer à Gantor, alors que les salaires étaient mirobolants.
Mais je reviens à une chose importante, Madame Ramzi. Allah yakhlik. Il y a 20 ans, je disais dans les colonnes d'un journal économique, pour ne pas le citer, que le Marocain n'est pas le digne fils de Ibn Battuta. Le Marocain n'aimait pas s'expatrier. Le Marocain expatrié, je ne parle même pas du Maroc, l'expatriation. Il refusait. Notre cabinet avait des offres extraordinaires. Et je vous dis, en Europe, pas dans un pays lointain. Bon, la donne a changé aujourd'hui. Nous envoyons beaucoup de gens dans notre cher continent, en Europe, au Moyen-Orient, surtout au niveau du continent africain. Plus personne, tout le monde vous dit, donnez-moi les conditions qu'il faut et que j'y aille, etc. Oui, les gens n'aiment pas partir de leur ville parce qu'ils ont une famille. Alors moi, je ne parle pas des moins jeunes, des jeunes. Mais ils ont une famille quand même. Il y a des enfants qui sont dans des écoles. Ça coûte cher les écoles. Et les belles écoles. Bon, alhamdoulilah, d'abord, dans certaines villes, vous trouvez de belles écoles, vous trouvez, etc., etc., etc. Bon, maintenant on a parlé de ça. Il y a autre chose. Et le représentant de la CGM est parmi nous. Je suis membre de la CGM, donc ex-membre de la commission sociale. Mais il y a également un problème de gouvernance d'entreprise. Les gens n'aiment pas travailler n'importe où. Le grand drame du Maroc, c'est quoi? C'est ces entreprises qui sont mal gérées, où l'entrepreneur oublie qu'il est entrepreneur et on a l'impression d'avoir avec nous un sbire ou un capitaine ou je ne sais quoi. Bon, je vais le dire, un bouchkara. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que nous avons de belles entreprises. Croyez-moi, on a de belles entreprises. Mais malheureusement, la marque entreprise laisse à désirer. Dans toute la région, je ne m'arrête pas à Marrakech. Nous avons de belles entreprises. Mais malheureusement, il faut également qu'on puisse revoir cette idée de gouvernance d'entreprise et pourquoi on n'arrive pas à attirer, un mot et je m'arrête, les meilleures compétences. Parce que moi, je parle de compétences, je ne parle pas de bras cassés. Si quelqu'un vient me dire on a besoin de recruter, mais il a besoin de recruter quelqu'un de très bon. D'accord? Alors, et le dernier point, il faut se mettre à la page, si j'ose dire, au niveau des salaires. Ben écoutez, vous avez besoin d'avoir la meilleure des compétences, ben il faut payer le prix. Si vous voulez qu'elle laisse Casablanca, Tanger ou Rabat pour venir travailler à Asfi, travailler à Qalat Sararna, travailler à Farhamna, travailler à Asfi, ben il faut mettre l'argent qu'il faut pour attirer les meilleures compétences. Et ça, c'est une chose très importante. Donc, pour résumer le tout, c'est un tout. Donc, il y a, alhamdoulilah, il y a la région. C'est extraordinaire. En voyant la carte de la région, j'ai vu que vous aviez l'océan. Et bon, pour moi, Marrakech, je m'arrêtais uniquement au niveau de la ville. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Non, je voudrais bien éventuellement ouvrir une parenthèse parce que vous avez parlé de quelque chose de très, très intéressant. Vous avez parlé de ce mindset, je dirais, parce que c'est un vrai mindset d'avoir CDI, CDD, freelance. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à changer ce mindset? Alors, merci beaucoup. La question aussi, elle est posée à tous ceux qui sont là. Allez-y, si vous me permettez, parce que je voudrais finir sur ça. Rizlan, sans complaisance, merci. Allez-y. Je le crie sur les ondes les experts atlantiques souvent et on me le reproche. Vous savez, le malheur, c'est quoi? C'est que toujours nous avons raisonné de cette manière, c'est que dans l'entreprise, il y a une gestion des carrières et il y a une gestion des carrières. Et quand vous recrutez quelqu'un, l'évolution de carrière, mais ça c'est fini. Quelqu'un qui vous parle d'évolution de carrière, c'est quelqu'un qui est has-been. Il est ancien, il est old school. Est-ce qu'on n'arrive pas à inculquer à nos jeunes, je parle aux jeunes maintenant, mais c'est à eux de gérer leur carrière et c'est possible. Et ils ne sont pas excusables. Pourquoi, mesdames et messieurs? Moi j'appartiens à une génération. Quand il fallait faire la recherche, il fallait aller à la bibliothèque, être copain avec la bibliothécaire, et elle te sort un bouquin comme ça, qui a connu tous les rats de la bibliothèque, avec toute la poussière, il fallait travailler jour et nuit. Aujourd'hui, avec un simple clic, l'intelligence artificielle, vous dites tout ce que vous voulez et vous n'avez qu'à corriger. Et je m'arrête là, attendez. Alors, cette histoire d'IL CDD, ça pourquoi je vous le dis? Parce que également, transmettez ce message à ces jeunes. Je dis les jeunes, attention. L'essentiel, c'est de trouver la belle entreprise, la belle étiquette. Si vous travaillez pendant 1 an, 2 ans dans cette entreprise, c'est une entreprise qui est belle,
Quand je dis qu'il est belge, j'aime bien ce mot-là, qu'il y a des process de préférence multinationales, parce qu'on ne parle que des multinationales qui ont un nom. Si vous allez à Singapour, ou si vous allez au Japon, ou si vous allez au Chili, ou si vous allez au Guatemala, tout le monde connaît cette entreprise. Vous mettez cette étiquette dans votre CV, votre premier emploi. Mais je m'en fous comme l'an 40. Si c'est un contrat à durée déterminée, moi je parle aux jeunes maintenant, je m'en fous comme l'an 40. Que c'est dans le cas avec une entreprise de travail intérimaire, ce qui importe pour moi, ce n'est pas celui qui te paye, mais là où tu étais. Pourquoi je te dis cela, ma chère Rizlan? On a eu ce cas avec le leader mondial des détergents. J'ai pas envie de me fâcher avec l'autre leader mondial. Et on nous disait, trouvez-nous des gens dans les achats, par exemple, qui ont travaillé dans cette entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a trouvé beaucoup de gens qui travaillaient dans cette entreprise, mais elle avait une politique au départ, c'est qu'elle les faisait travailler dans le cadre à travers une société d'intérim. Mais mes clients s'en foutaient. Pour eux, c'était cette entreprise. Et c'était ce jeune qui avait gagné. Et je dis aux jeunes, premier emploi, 1 an, 2 ans. Moi, je préfère que vous restiez 3 ans. Que vous appreniez vite. Que vous veillez. On dit en marocain, je ne trouve pas la traduction, et puis après, tu vas chercher ailleurs. Parce que tu n'es pas marié à l'entreprise. Et c'est fini, quelqu'un qui vous dit l'évolution, gestion de carrière. On ne sait pas ce qui va se passer demain. On ne sait pas. Donc c'est ce qu'il faut inculquer aux jeunes. Question de mindset. Il faut changer le mindset. C'est aux jeunes de changer le mindset. Prenez-vous en main et vous avez tous les moyens que vous voulez au niveau de Internet. Tout ce que vous cherchez, vous le trouvez en YouTube. Écrivez tout ce que vous voulez. Nous, on n'avait pas ça. Merci. Très bien, merci. Madame Bochra Rahmouni, directrice de l'Institut d'impact socio-économique de l'UM6P. Justement, comme j'ai posé la question tout à l'heure, les universités ont un impact. Ils ont un vrai travail, un vrai rôle à jouer. Aujourd'hui, comment les universités, elles peuvent contribuer davantage à l'émergence de compétences adaptées, bien sûr, comme on l'a bien dit, aux transformations économiques et technologiques que connaît notre pays. Je vous remercie. Je voudrais juste, je crois que c'est bon, vous m'entendez? On vous entend très très bien, allez-y. Alors, je voudrais juste revenir sur... Qu'il soit justement vraiment plus proche. Voilà. Très bien. Alors, je voudrais juste revenir sur le repositionnement de la ville de Ben Guerir, parce que c'est Sarhani a parlé de Kada, mais vous savez que Ben Guerir, elle a le label UNESCO de la ville apprenante. Donc, je tenais à le préciser. Maintenant, pour répondre à votre question, je crois que je dirais qu'il y a 3 ou 4 contributions que devrait apporter l'université. D'abord, il y a l'agilité intellectuelle. Apprendre, à désapprendre et réapprendre. C'est important. Et je peux vous donner un cas très simple. Et vous savez, on ne peut faire ça que si on retravaille les contenus des cours aussi. C'est important parce que des fois, on se dit, oui, on parle, il y a un certain niveau de granularité dans les réponses. Oui, les contenus. Je pourrais partir du cas du Socio-Economic Impact Institute. Nous avons, à partir de notre confrontation avec le terrain, sur le terrain, avec les communautés, à développer des outils. Je vous dis, par exemple, la carte des parties prenantes de la région, d'un territoire, pas que la région, parce que territoire, ça peut être un village, un douar, un quartier, etc. Donc, la carte des parties prenantes, mais aussi la carte des intérêts des parties prenantes, parce qu'on a face à nous plusieurs catégories, plusieurs cibles. On a travaillé aussi sur l'engagement communautaire, comment faire en sorte que... Et vous savez, dans des salles de cours, et quand je parle de ça, il y a un brassage culturel, c'est-à-dire on a plusieurs nationalités, vous savez, aussi bien qu'ils viennent du monde anglo-saxon, francophone, africain. Et vous savez, quand vous venez avec un contenu qui leur parle, qui est nouveau, qui leur parle par rapport à leurs problématiques de leur pays, je peux vous assurer que cet aspect apprendre, désapprendre et réapprendre,
Et ce sont, c'est-à-dire, ils vont aller sur ChatGPT, ils vont aller sur Google, ils ne vont pas trouver. C'est quelque chose que vous leur apportez du terrain. Je ne dis pas, c'est-à-dire parce que vous savez, nos étudiants aussi utilisent les moyens qu'ils ont. Moi, ma génération, je suis la génération des années 70, on végétait dans les bibliothèques. Alors, la génération qui suivait, c'était Google. Là, c'est tout à fait normal qu'ils utilisent les moyens. Mais quand ils vont chercher sur l'engagement communautaire, sur une carte... Ils constatent que ce sont des outils qu'on leur donne et on part de cas concrets. C'est ce qu'on appelle un peu la méthode inversée. On va du terrain vers la théorie pour revenir vers le terrain et adapter donc, des concepts, des tools, etc. Donc vous savez, ces jeunes, et pour mieux expliciter, vous savez que pour les demandes de stage auprès du Socio-Economic Impact Institute, on a maintenant de fortes demandes qui viennent du Collège de l'Agriculture, de la Faculté de Médecine, vous imaginez, de la Business School. Pourquoi? Parce que pour eux, quand on les a côtoyés, ils ont compris qu'ils ont un rôle à jouer. Et c'est ce qui m'amène à la deuxième contribution d'université, c'est la multidisciplinarité. Parce qu'ils sont amenés à gérer l'incertitude, à gérer la complexité. Multidisciplinarité, je parlerai aussi des compétences, parce qu'on parle de soft skills, vous avez parlé du CDD, CDI. Juste pour vous rappeler, on parle un peu de la pyramide de Maslow, qui va rester là pour toujours. Mais c'est-à-dire que cet étudiant, si dès le départ, vous lui dites, quand je cherche un travail, c'est pas seulement que les besoins physiologiques, mais il faut aller vers l'épanouissement, il faut aller vers la reconnaissance, etc. Et c'est exactement pour ça que j'ai parlé de ces statistiques de demande de stage. Parce qu'après, ils disent, oui, je suis dans le Collège de l'Agriculture, mais je dois travailler pour mon continent et pour mon pays. Et après, ils voient que ça marche, que ça peut marcher, rien que montrer à ces étudiants que ça peut marcher, qu'ils peuvent faire des choses. Et pas que CDD, CDI. Moi, j'ai plein d'étudiants qui sont maintenant dans l'entrepreneuriat. Ils ont compris qu'il y a ce qu'on appelle le social entrepreneurship. L'entrepreneur social, il n'est pas dans le misérabilisme, il n'est pas dans le mécénat, il n'est pas dans l'assistance. Il a un business model qui est fondé sur une innovation sociale, mais qui va lui permettre de gagner beaucoup d'argent. Beaucoup. C'est ça. Et quand vous leur montrez, vous leur dites, voilà, il n'y a pas de dichotomie entre l'apport social, c'est-à-dire jouer son rôle en tant que citoyen et bien sûr, comment dirais-je, voilà, avoir aussi, être un bon entrepreneur ou donner l'exemple dans une entreprise ou choisir une entreprise qui peut être à Bengri parce qu'il comprend qu'il a un rôle à jouer, à apprendre et à prendre des CDD. Et puis vous avez cette exposition aux réalités concrètes. Et là aussi, je reviens en cours parce que on leur apporte des exemples du terrain, des exemples concrets. Et puis, bien sûr, il y a tout cet esprit critique à développer chez nos étudiants, c'est-à-dire de comprendre qu'il ne s'agit la connaissance n'est plus que dans les laboratoires, que dans les livres, mais elle est on parle d'ailleurs d'une région, c'est un territoire, elle est sur les territoires avec les parties prenantes. Et puis on peut apprendre les uns des autres. Et aussi, vous savez, ce contact avec les communautés, quand ils sont... Et c'est ce qui permet, si je peux me permettre, travailler cette inclusion. Quand on parle d'inclusion, on ne parle que de jeunes, de personnes à mobilité réduite, mais moi, je rajouterais les seniors chez nous, parce que c'est ce qui permet de perpétuer un savoir-faire ancestral dans toutes les régions, au niveau de tous les secteurs. C'est très important à réintroduire ça et amener nos étudiants c'est ça l'esprit critique, et oser aussi à se dire comment ce savoir ancestral, je peux travailler, c'est-à-dire créer ces passerelles, et comment est-ce que, en me basant sur ça peut me donner une idée d'entreprise, ça peut me donner, développer l'idée. Et me défendre. Et Exact. vous savez qu'ils sont souvent, je vous assure, ils m'écrivent après pour me dire, vous savez, professeur, j'ai passé l'entretien, et les amener à travailler, parce que, et même la façon de faire cours, si je peux me permettre, et je m'arrêterai là parce que vous parlez, la façon de donner le cours doit changer. C'est-à-dire que, personnellement, un étudiant, quand il rentre dans ma salle de cours, il est déjà dans le monde de l'entreprise. Je le considère en tant que tel. C'est-à-dire que il est là, je donne c'est-à-dire que, je vais vous dire pourquoi la méthode inversée, on a un cas concret et on amène les étudiants à travailler sur ce cas concret. Et c'est après qu'on leur dit, vous savez ce que vous venez de décrire, il correspond à tel concept. C'est-à-dire ce que vous avez décrit là, il correspond à telle approche. Et là, il comprend quelle est l'utilité des approches, des concepts
et des modèles qu'on partage avec eux. Donc ça arrive vers la fin. Je vous C'est remercie. extraordinaire, en tout cas, ces passerelles à créer entre jeunes et seniors. Monsieur professeur Belaïd Bougadi, le président de l'université Qadi Iyad, justement, en parlant de ce capital humain, en parlant de ce renforcement des jeunes et aussi des seniors, quel aujourd'hui mécanisme qui pourrait être renforcé pour favoriser une meilleure insertion professionnelle des diplômés aujourd'hui et encourager, bien sûr, comme je l'ai bien dit tout à l'heure, l'entrepreneuriat étudiant. Merci beaucoup. En fait, je pense que le meilleur mécanisme, c'est le brassage des compétences, de toutes les compétences de la région pour pouvoir participer ensemble à la formation de ce capital humain. Un. Deuxièmement, il faut savoir aujourd'hui que l'université, il forme pour le monde. On produit 20 000 lauréats par an. Nous avons des filières où le recrutement est déjà fait avant la fin du cursus, et majoritairement à l'international. Qu'est-ce qui reste pour nous aussi? Et puis ce qui reste pour nous, il a d'autres choix. Quel est le nombre qui va rester sur la région, sur Marrakech, pour accompagner le développement? Tout ceci, on devrait avoir cette carte, on devrait en discuter, on devrait en parler, et on devrait aussi participer ensemble à ce qu'ils voient mieux ce qu'on a ici. 20 000 lauréats par an. Est-ce que le tissu aussi de la région peut? C'est pas possible dans tous les cas. Et puis maintenant, la qualité de ce lauréat, comme j'ai dit, ceux qui partent à l'international, il y a ceux qui partent aussi à de grandes villes, sur les multinationales, et ainsi de suite, et allez voir. Après, on va me dire, par exemple, vous avez donné l'exemple du génie électrique, de tout ce qui est énergie renouvelable. Il y a de la formation à Safi, des ingénieurs et des bac+2, en quantité. Et donc, il aurait aimé rester sur place. Si on offre, c'est l'offre le permet aussi. Et donc, si on offre mieux ailleurs, ils partiront ailleurs. Donc, on aimerait bien former pour la région, d'abord. Et le reste suivra. Nous avons la chance d'avoir aussi cette université qui est multidisciplinaire, transdisciplinaire. Donc, on forme sur toutes les disciplines. On peut accompagner tous les besoins. On peut même faire de la formation à la carte. On peut aller, et d'ailleurs, on a monté pour la formation continue, pour la formation, donc, ce retour à l'université, que nous espérons vraiment, vous ne pouvez pas croire à quelle mesure, à quel niveau nous aurions aimé ce retour. La plupart, je pense, des personnes qui sont assises là, sont le produit de l'université, en fait. À la sortie de l'université, ils ont un certain nombre de savoirs. Par la suite, on aimerait bien avoir ce retour, ce partage. Parce que former, bien sûr, il y a de la formation à l'université, c'est la base. Et après, il y a tout ce qu'on a accumulé, ce qu'on a appris au niveau de la vie active. Et c'est d'ailleurs le principe de mourir vite, quoi. Normalement, nous avons besoin de votre savoir aussi pour que nos étudiants permettent de le faire. Deuxièmement, ce qui est important aussi, c'est qu'il y a cette évolution de la formation par les pairs et la formation aussi avec plusieurs méthodes de formation. Donc, on n'est plus cette formation verticale d'un détenteur de savoir pour ceux qui ne l'ont pas. Parfois, c'est l'inverse. On a des jeunes sortis, des étudiants, ils ont du savoir. Et donc, ce qu'il faut, c'est que mettre en exercice ce savoir-là, mettre aussi, il faut qu'il y ait des gens de terrain devant lui, et vous l'avez bien dit, qui ont cet exercice pour savoir ce passage de la connaissance à la compétence et à la mise en œuvre de la compétence. C'est vraiment une évolution qui devrait se faire. Et ça ne peut se faire qu'à l'entreprise. Et donc, nous aurions aimé aussi, on parle de 126 000, si on ne va pas jouer à faire 126 000 stages à tous son membre. Donc, on a ces contraintes, mais on a aussi la possibilité de former, d'évoluer, de participer. Et l'idée, c'est d'économiser beaucoup plus le temps de formation. Au lieu de former pendant 3 ans, pendant 5 ans à l'université et encore une autre année
à l'entreprise, on aimerait bien tout former au sein de l'université. Donc les 5 ans devraient être suffisants pour que le lauréat arrive au niveau du marché et qu'il soit opérationnel. Donc, j'ai dit cette diversité, cette évolution aussi de la manière d'enseignement. Il faut savoir qu'à l'université, il y a un recrutement chaque année. On recrute ces jeunes-là, ces jeunes qui ont un mindset différent, ces jeunes qui sont connectés, au monde. Donc, et par conséquent, ils ramènent toute cette activité, la manière d'enseigner, la manière de faire les cours, il a beaucoup évolué à l'université d'une génération à une autre, un passage très important. Et il faut dire aussi que c'est une génération qui, il y a un problème de langue qui est relatif et qu'on peut relativiser par rapport à quel niveau et où on est en train de chercher des langues. Je peux vous dire que la majorité de nos lauréats aussi, de nos étudiants aujourd'hui, sont très anglophones. Est-ce que c'est le besoin? Peut-être c'est pas ça. Peut-être on a un autre besoin. Et maintenant, il faut y avoir une évolution qui est automatique. Quand on est sur la formation à l'international, c'est un peu ça. Sur le local, donc on peut aussi arranger selon le besoin de la région et selon le besoin aussi de l'économie de la région, de former vraiment ce dont on a besoin. Et pour les compétences qui existent déjà pour le retour, on a mis en place cette formation à temps aménagé. On est prêt à aménager le temps de formation à l'université pour qu'il convienne à toutes les compétences qui veulent se former davantage. C'est l'idée en fait d'apprendre, de réapprendre, de désapprendre, et ainsi de suite. On peut revenir pour le Et faire. pour aussi les professionnels pour revenir à l'université. On est demandeur. Exactement. On est demandeur à ce qu'ils le fassent. Et quand ils vont revenir, vous savez, on n'est pas dans la formation, on va être dans le partage. Exactement. Et imaginez une classe où on a les professionnels, les étudiants, ceux qui ont une expérience. C'est ça l'évolution de l'université. Et même l'enseignement va être aussi revu autrement. Même l'enseignant, il va le faire autrement parce qu'il y a cette mixité et je pense que cette rentabilité, ça ne peut être que dans ça, dans cette générosité marocaine. Il faut l'avoir aussi au niveau du savoir. Il faut faire aussi ce parti au niveau de l'université. Merci beaucoup, professeur. Monsieur Abdessadek Benchkroun, directeur régional au FPPT Marrakech. Justement, en parlant de formation, je voudrais aussi parler de l'adéquation formation-emploi, qui reste bien sûr un enjeu majeur aujourd'hui. Est-ce que vous observez aujourd'hui des résultats sur le terrain et quelles sont aussi les améliorations nécessaires à faire et à avoir? Merci, mais avant de répondre, peut-être je vais réagir par rapport à quelques points qui ont été soulevés, notamment le volet qui concerne le développement des compétences soft skills. À l'OFPPT, on est conscient de la chose. On est conscient et à partir de ce moment-là, il faut donc noter que pratiquement tous les cursus de formation, il y a l'intégration et des modules de langue et des modules de soft skills. Ça, d'une part. D'autre part, il y a des mécanismes, il y a des espaces dédiés, des centres soft skills, notamment au niveau de la CMC. Et donc, les jeunes, ils sont donc accompagnés tout au long de leur cursus de formation. Plus que cela, il y a des secteurs de formation, là où on a estimé qu'effectivement, il y a cette nécessité, ce potentiel de communication qui doit être à un certain niveau, tel que le secteur de gestion-commerce, tel que celui du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Aujourd'hui, les formations de techniciens spécialisés, ce n'est pas sur 2 ans, c'est sur 2 ans et demi. Ben justement, c'est pour cette raison. Donc, un 5e semestre qui est dédié à tout ce qui est, compétences comportementales. Donc, c'est très important parce qu'effectivement, on est conscient qu'il y a justement, parce que notre nouveau modèle pédagogique de formation, il est, basé sur cette classe inversée, il est basé sur ce learning by doing. Et de ce fait, on est conscient que les jeunes de l'OFPPT sont axés sur, le volet pratique. Maintenant, tout au long de notre modeste expérience au niveau de l'OFPPT, il y a cet accompagnement qui doit s'opérer derrière cette jeunesse pour pouvoir les amener à trouver un point de chute au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire le savoir, elle est là. Maintenant, pour pouvoir le défendre, il y avait toujours ce déficit en matière de
de confiance déjà en soi, avant de parler communication, de confiance en soi, d'expression, de savoir. Donc, c'était très important de le souligner, ce volet, je dirais, développement de compétences comportementales. Il y a aussi donc cette fibre, je dirais, entrepreneuriale qui est présente aujourd'hui au niveau de nos prestations. Il y a une cellule qui est dédiée, que ce soit au niveau de la CMC, que ce soit au niveau du dispositif, une cellule régionale qui est dédiée à l'accompagnement des jeunes, passant par la sensibilisation, la formation, mais allant jusqu'à la création des projets d'entreprise. Et puis, tout à l'heure, Larisna, vous avez souligné l'accompagnement des jeunes pour le choix de leur je dirais, futur métier. Il faut là aussi souligner que, très important dans notre plan d'action, il y a donc des centres d'orientation professionnelle qui sont dédiés avec je dirais, des plateformes digitales et qu'il y a un suivi depuis le statut candidat jusqu'à la sortie du candidat en tant que lauréat, tout au long de son cursus de formation. Donc, c'est très important de le souligner. Alors maintenant, en revenant à votre question, adéquation, formation, emploi, ça a toujours été une question. Aujourd'hui, je dirais qu'on doit passer à une nouvelle étape. On est conscient aujourd'hui, ce n'est plus une ambition, c'est une réalité. Aujourd'hui, on n'est plus dans la logique de répondre à une expression de besoin. Aujourd'hui, on doit passer à une logique d'anticipation. Les moyens, le potentiel aujourd'hui, elle est là. La volonté collective des acteurs, elle est là. Encore faut-il conjuguer ces efforts. Le potentiel en matière je dirais, de techniciens spécialisés, de main-d'œuvre qualifiée, elle est là. Parce que, très important de le souligner, la région Marrakech-Safi, en matière de taux de demande de la jeunesse sur les centres de formation, elle est au top du classement. On est à chaque fois deuxième, troisième à l'échelle nationale. Et que la Cité des métiers et des compétences Marrakech-Safi, bien que le démarrage était décalé, et s'est positionné en tant que premier établissement sur le plan de taux de demande à l'échelle nationale. Ça exprime tout finalement, qu'il y a une motivation de cette jeunesse, qu'il y a, je dirais, une confiance dans ce système de formation. Certes, des efforts, on est en train d'accompagner les différents, je dirais, antennes, établissements de formation, mais la thématique d'aujourd'hui, c'est le capital humain. À chaque fois que nous avons pris la parole, on a parlé de mise à niveau. La mise à niveau en termes de quoi? D'infrastructure, d'équipement, mais c'est surtout en termes de capital humain. Et ce capital humain, on est fiers aujourd'hui à l'OFPPT, en particulier au niveau de la région Marrakech-Safi, que nous avons, on est fiers de le dire, que nous avons un corps technico-pédagogique qui est à la hauteur. Si je prends le secteur du digital, on est représenté aujourd'hui au niveau de la région avec 2 établissements sectoriels et que le corps formateur, c'est complètement des ingénieurs de grandes écoles marocaines, de l'école Mohammedia et j'en passe. Et c'est pratiquement valable pour tous les secteurs de formation. Et puis, un point, je dirais, Un dernier point, deux peut-être. points peut-être très importants parce que la réflexion, on n'est pas là justement rien que pour dire les bonnes choses, mais donc on est ouvert pour l'écosystème sur 2 points. On est ouvert pour justement l'intervention des professionnels. Donc il y a la notion de vacation, non parce que faute de moyens en termes de ressources humaines, mais justement pour cette connexion établissement de formation, entreprise. Et ça a été souligné. 1. 2. Il est temps aujourd'hui, avec tout le potentiel que nous évoquons aujourd'hui, de s'ouvrir, de venir animer, réaliser des actions en commun. Aujourd'hui, on est en train d'échanger. Aujourd'hui même, il y a une action au niveau de la Cité des métiers et des compétences, une entreprise dans le secteur de l'hôtellerie qui est là aujourd'hui pour former et les professionnels du secteur et des formateurs de l'OFPPT pour échanger justement sur les nouveautés d'un secteur donné.
Exactement, parce que les formateurs aussi, comme on l'a bien dit, ils ont besoin aussi de formation pour pouvoir justement assumer ce changement. Besoin de, je dirais, de formation. Ils sont pris en charge au niveau de l'OFPPT. Donc, il y a une Très bien. formation Continue. en continu. En continu. Donc, Mhm. tout le temps, ils sont donc convoqués pour des formations continues au niveau central. Moi, je parle de cette connectivité, établissement de formation, secteur privé. Dernier point, et là, la parole est, le message est envoyé aux entreprises. Nous faisons de notre mieux pour développer, je dirais, le mode de formation en alternance. On estime que c'est la meilleure façon pour une réelle immersion des jeunes au niveau des entreprises. Aujourd'hui, au niveau du dispositif régional, et j'imagine que c'est une moyenne nationale, on est à quelque chose comme le 1/3 Mm. du dispositif régional qui suit la formation en mode Alternance. alternance. Très bien. Merci. L'appel est lancé. Merci beaucoup. Je reviendrai. Allez-y, allez-y, si vous voulez rajouter quelque chose. Depuis le début du panel, donc j'ai parlé énormément de l'impact que Exact. nous arrivons à créer, mais je tenais à remercier tous les acteurs de la région. Honnêtement. D'ailleurs, l'OFPPT, nous avons pas mal de programmes conjointement. Je remercie honnêtement la wilaya, la région, vous savez, les provinces, parce que on a été dans Ibn Salah, et sans vraiment l'aide, le support apporté par l'ensemble, le CRI, donc C'est un l'ensemble écosystème. c'est un écosystème. C'est-à-dire que nous, on est orchestrateur d'écosystème, donc pour le dire, et vraiment sans le support, sans cet effort conjoint, peut-être qu'on ne serait pas arrivé à produire l'impact voulu. Je tenais à le dire. Merci. Merci. Monsieur Ali Serhani, une dernière question, une très belle question pour vous pour conclure. Allez-y, ben vous allez me le dire. Comment aujourd'hui, parce que vous avez parlé de ce lien, de ces passerelles, on a vraiment parlé de ces passerelles entre l'entreprise, entre le milieu justement socio-professionnel, entre formation. Comment renforcer la collaboration aujourd'hui entre les entreprises, les universités, les organismes de formation afin de construire un vivier de talents qui peut répondre aujourd'hui aux besoins réels du marché? Tout simplement une excellente relation et qui confirme ce que disait Monsieur le Président et Monsieur Mouchkroun. Monsieur le Président avait dit comme quoi on va former, mais pour des régions. Mais qu'est-ce que vous avez besoin de quoi? Il a tout dit. Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de ça. La CGM, je ne sais pas où est-ce qu'il est ici de la CGM. Il est là, M. Brada. Donc la CGM, avec les entreprises, ce dont vous avez besoin. L'OFPPT également. Et comment renforcer cela? Bien sûr, ce qui se fait déjà, il y a une communication, mais qui n'est pas très poussée. Une relation qui, pour moi personnellement, en tant que professionnel du recrutement, quand je vois un peu ce qui se passe, elle n'est pas encore très poussée. C'est-à-dire que vraiment, ça doit correspondre à quelque chose de très très positif, c'est-à-dire qu'on a besoin, par exemple, de 100 000 personnes, etc. On a besoin de cette formation. Parce que laissez-moi vous dire une chose. Inadéquation compétence-emploi. Lundi dernier, je lis dans le journal, regardez, j'ai peu de cheveux. J'allais me les tirer. Le ministre de l'Emploi dit, nous avons eu 100 000 demandes d'emploi auxquelles on n'a pas pu répondre parce qu'il y avait une adéquation des emplois et des compétences. La CGM qui est avec nous, on ne cesse de le crier sur tous les toits depuis 10 ans. Ah, ibadallah, ah, ibadallah. Ça ne veut pas dire. Alors là, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Parfois, on dit, bon, il faut former des gens pour les emplois qu'il faut, pour ce dont ont besoin les entreprises, et les formations qui sont à côté, les laisser de côté. Ce qu'on appelle les humanités. Je dirais non. L'arabe qui j'aime bien, parfois il y a des traductions qu'on ne peut pas faire. C'est très bien, allez-y. Les humanités. Tout ce qui... Pourquoi? Pour avoir quelqu'un, et je reviens au mot qu'a dit Ibn Shkroun, il a dit quelque chose de très important en disant il faut qu'il ait au moins la confiance en soi. C'est important. Soft skills, tout ce que vous voulez, mais oui, c'est important. Et il faut avoir quelqu'un qui soit complet, mais également polyvalent. Je reviens à ce que disait Seboudir, d'accord, on va vous former 100 000 personnes, 50 000 personnes, 20 000 personnes. Mais imaginez que ce secteur-là ferme.
Mais cette personne, il ne faut pas qu'elle soit obtuse. On n'a formé que pour ça. Mais moi, je te forme pour ça. Mais mon petit coco, c'est comme l'ingénieur. C'est pour ça que j'aime beaucoup les ingénieurs. Je suis juriste, hein, donc, mais j'aime beaucoup les ingénieurs. Et les ingénieurs, il est polyvalent. Vous le mettez là où vous voulez, il va se débrouiller. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut préparer les gens. Et la confiance en soi, c'est très bien. C'est le véritable drame du Maroc. Il y a ce qu'on appelle la confiance en soi qui n'existe pas chez nos jeunes. Vous savez, nos jeunes, ce n'est pas nos enfants. Hein. Je vous emmène voir les jeunes. Hein. Les pauvres bougres, Allah ykoun fa'ounhum. Il y a également ce qui a pire que la confiance en soi que vous n'avez pas. C'est le fameux syndrome de l'imposteur. Vous êtes tellement compétent que parfois vous vous dites « Non, et je vais m'arrêter là. Pourquoi je te dis ça? Parce que merci de m'avoir invité parce qu'il vaudrait mieux dire la pratique. C'est bien la théorie, mais la pratique, il faut parler de pratique. J'ai eu, pendant 33 ans de recrutement, avoir de toutes les couleurs au niveau du recrutement. Nous avions des gens d'une compétence extraordinaire, mais qui n'avaient pas cette confiance en soi, et on se disait, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est enfoui dans son fort intérieur. Mais son syndrome de l'imposteur, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vous avez ces personnes qui n'évoluaient pas. Et il fallait les secouer. Il fallait les secouer. Et ceux que vous ne secouez pas, vous avez quelqu'un de moyen, moins qu'eux, qui avait les meilleurs postes. Et ça fait mal au cœur. Donc, pour te dire une chose, ce partenariat secteur privé, avec les entreprises spécialisées, tout le monde de l'entreprise, l'université, tout ce que vous voulez, qu'il se renforce davantage. Mais également, il faudrait que les entreprises jouent le jeu. Je vais être, pour une fois, je vais laisser tranquille l'OFPPT. Vous avez besoin de ça? On vous le forme. Marhaba bik Sidi. Mais il faudrait savoir ce que vous voulez. Deuxième des choses, on vous forme des gens. Mais vous aussi, jouez votre rôle. Bien sûr, il faut prendre en considération les intérêts de l'entreprise. Parce que s'il n'y a pas des intérêts partagés, ça ne vaut pas la peine. Une bonne négociation, c'est une négociation win-win, mais si win-win. Win-win. D'accord? Donc, gagnant-gagnant, rabah-rabah. Ça a plu en tout cas le will-will. Ah oui, parce que j'ai une amie qui m'avait dit c'est une négociation will-will. Je me suis levé parce qu'une bonne négociation, c'est là où tout le monde est gagnant. Et point final. Et monsieur le directeur général du CRI, je m'arrête là parce qu'il n'était pas là tout à l'heure. Faites en sorte, Allah yakhlik, le grand maximum, ça c'est un citoyen qui vous parle, que les meilleurs investissements se fassent en dehors du tourisme. Pour faire en sorte qu'il y ait une pérennité. Parce que si on a un problème demain, au niveau du tourisme, c'est un message que je délivre à travers vous, que vraiment faites en sorte, à tous les avantages que vous voulez, mais des entreprises solides, parce qu'on a besoin de ça, parce que comme je le disais au départ, 1991 et Covid, ne l'oubliez jamais, pour une très belle ville, aussi belle ville que Ghazal Marrakech. Très bien. On s'arrête sur cette note belle Marrakech. Madame Bouchra qui voudrait rajouter quelque chose, et ce serait la dernière pour clôturer. Je voulais terminer sur une belle note aussi. On vient d'évaluer l'impact. Je parlerai pour le programme Future Gen Ventures que nous avons avec OFPPT à Safi. Et on a un autre programme, mais ils sont sur. Moi, je suis disciplinée. On m'a dit la région Safi-Marrakech. Je suis restée pour la région Safi-Marrakech. Mais avec OFPPT, nous avons d'autres programmes. Et je vais parler que de Impact Academy. On avait 2 programmes dans la région. Alors, le Future Gen Ventures, vous savez, quand on fait une évaluation qualitative, parce qu'elle on commence par le quali. Je dis toujours valeur, etc. Et vous savez ce que disent ces jeunes? On revient à ce que vous avez dit sur la confiance. Les verbatim, parce qu'il y a les verbatim et le comptage des mots. Ils disaient. Pour moi, l'entrepreneuriat était réservé aux gens avec des costards. C'était réservé aux gens, aux héritiers, et qui ont de l'argent, aux gens de Casablanca et Rabat, et surtout qui ont des costumes, qui ne savent pas. Et là, ils disent qu'après, effectivement, Future Gen Ventures, ça nous a ouvert, l'esprit, comme quoi on peut le faire. Et il y a eu d'ailleurs, on est sur, maintenant on commence à aller sur le social, social return on impact, le retour, le social, sur, social return on, le SROI, on investment. Okay. C'est-à-dire quel est dans ces programmes le retour social sur l'investissement. Et vous savez que pour nous, ce qui est important, c'est que ces jeunes
commencent déjà à penser, lancer leur entreprise, ont commencé à penser, à s'éloigner du CDI et aller chercher d'autres. Et je tenais à le dire parce que c'est important, cette confiance en eux. Et puis, ils considèrent d'ailleurs ce que nous faisons ensemble, que c'est devenu une partie intégrante du programme OFPPT. Et je salue énormément les efforts et cette anticipation qui est souvent, effectivement, le fait de l'OFPPT. Voilà. Merci à vous tous, merci à mes intervenants pour la richesse de vos contributions. Merci à vous, cher public. Et bien sûr, ce panel nous a rappelé que le capital humain demeure le principal levier de compétitivité et de création de valeur pour nos territoires. Merci à vous, cher public. Et je cède tout de suite la place à mon cher collègue Chaïb Hamadi. Et tout d'abord, on va prendre une photo de famille. Merci.